Bonjour. Je suis très heureuse d'être descendue de mes montagnes aujourd'hui pour venir débattre avec vous. Je suis assez émue d'abord parce que depuis mes années étudiantes, c'est la première fois que je repasse le portail de la Sorbonne. Et s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, même une fois diplôme en poche, c'est cette sensation qu'on a quand on traverse ces couloirs, ces bâtiments. L'impression d'être toute petite, mêlée à une soif d'apprendre et à une envie irrésistible de changer le monde. C'est aussi la première fois qu'on me demande de diriger un débat dans le cadre de la Cité de la Réussite. Et j'en suis d'autant plus honorée que pour cette première fois, on me confie un sujet des plus passionnants. Le collectif est-il toujours source de confiance et d'intelligence ? Il y a quelque chose d'un peu provocateur dans cette question, vous ne trouvez pas ? C'est un peu comme si on venait titiller les racines avec lesquelles on a construit notre société idéale pendant des années. Imaginez qu'à la fin de ce débat, d'ici 1h30, on se rende compte qu'en fait, le collectif est plutôt source de défiance, d'inefficacité et puis de bêtises. Qu'est-ce qu'on ferait ? On arrêterait ? On arrêterait de travailler ensemble, de construire ensemble, de lutter ensemble, de vivre ensemble. On arrêterait de faire société, en fait. Il y a une phrase qui m'a marquée pendant que je préparais la discussion d'aujourd'hui et que je lisais le document de présentation. Une phrase en apparence très simple. Elle montrait le dilemme de la confiance qui implique à la fois un dévoilement intime et une prise de risque. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a fallu cette phrase pour me rappeler à quel point c'est quelque chose de vertigineux, en fait, la confiance. Difficile de la donner, difficile de la recevoir, encore plus de la garder. Quelque chose de sacré, ça oblige. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il est de plus en plus admis que nous vivons dans une société fragmentée, divisée, marquée par l'essor de l'individualisme. Et pourtant, nos crises contemporaines, qu'elles soient démocratiques, écologiques, économiques, nous invitent à sortir de notre bulle pour jouer collectif. Alors l'intelligence collective, fruit des compétences et des idées partagées, est-elle encore possible dans un contexte où les intérêts personnels semblent parfois primer ? Je parlais de questions provocatrices au début. En réalité, si on regarde en arrière, l'histoire nous a bien prouvé que les grandes avancées se font plus dans l'union que dans la solitude. Il y a ce proverbe qui a sûrement dû vous traverser l'esprit lorsque vous avez découvert le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Seul, on va plus vite. Ensemble. Merci. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors comment on fait ? Comment on rassemble nos différences ? Comment on met à terre notre défiance, nos préjugés, nos incertitudes pour faire front commun et surtout pour que ça marche ? Alors pour parler de tout ça, j'ai la chance d'être entourée aujourd'hui d'un panel de haut vol. Je vous demande d'accueillir d'abord Nicolas Chaban, fondateur de la coopérative C'est qui le patron ? C'est le moment de réussir vos rêves. Rim Chaoui, responsable du département transition durable et sociétale d'AFNOR. Allez-y, nous passerons par là. Corentin de Châtel-Perron, fondateur et président d'honneur du Low-Tech Lab.
Vous voulez caler d'une place. Ici, c'est ma place. Oui, s'il vous plaît. Et enfin, la philosophe Gloria Orligi. J'ai volontairement écourté les CV pour qu'on puisse commencer ce débat à un moment donné. Mais j'imagine que vous l'avez tous quelque part. On est prêt. Les étudiants aussi, c'est bon, tous les trois. Merci à tous les quatre d'être là un samedi après-midi. Merci à vous tous et merci aux étudiants. Nous sommes ici pour parler de la confiance. Gloria, vous qui avez travaillé sur ce sujet, qui en avez publié un livre en 2008, pourriez-vous nous définir ce qu'est selon vous la confiance ? C'est déjà allumé? Ouais. C'est toujours bizarre la présence des philosophes dans des contextes comme la cité de la réussite, etc. Mais c'est vrai que la philosophie a son rôle parce que la philosophie vous apprend à poser des questions, beaucoup plus qu'à donner des réponses, à poser des questions. Donc là, on est dans une journée, 2 jours sur, disons, ce mot-clé, la confiance. Et donc, le rôle du philosophe, c'est de se poser la question et de vous poser la question. Pensez, réfléchissez vous-même en disant qu'est-ce que je veux dire quand je dis que j'ai confiance? Qu'est-ce que profondément ce sentiment de confiance ou cette attitude de confiance, comment je la décris? Or, les philosophes font ça comme métier, essayent de définir, parfois, s'ils sont de bons philosophes, de modéliser aussi un peu, etc., des concepts qui sont dans l'usage intuitif de tous les jours, enfin, des mots-clés, justement, qui nous servent à fixer certaines dispositions, certaines actions, mais qui sont difficiles à définir. Donc, je vous propose là. Donc la confiance est une notion très complexe, disons, avec laquelle les philosophes en général ont un problème, parce que si vous voulez, la philosophie vous apprend la défiance, pas la confiance. Pour être quelqu'un qui pense bien, vous devez vous méfier des autres. Si vous avez lu un peu à l'école Descartes, des choses comme ça, il faut se méfier de ce qu'on nous dit, etc. Donc se fier aux autres, c'est pas très philosophique, enfin. Mais en fait, c'est une notion qui est travaillée en philosophie et je vous propose 2 versions, je dirais une version froide et une version chaude. Version qui existe, disons, dans la littérature philosophique, économique, sociologique, etc., de la confiance. D'abord, une version qui fait référence à nos intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est rationnel lorsqu'on fait confiance à quelqu'un? Est-ce qu'on a des raisons pour faire confiance à quelqu'un? Je fais confiance à quelqu'un d'une façon rationnelle, enfin, ou bien raisonnable, si j'ai des raisons de penser que cette personne a un intérêt à prendre en compte mes intérêts. Ça semble très compliqué, mais ça reste en tête. Enfin, si je pense qu'il y a un intérêt de Madame Charlotte Mayer à prendre en compte mes intérêts et donc qui fait ainsi qu'on converge ici, par exemple, donc je la connais pas, donc je lui fais pas de la confiance affective, je lui fais pas de la confiance qui est basée sur des émotions, enfin, mais tout simplement je pense qu'elle a un intérêt à interagir avec moi d'une façon telle que je me trouve dans cet amphithéâtre à 16h30 un samedi. Qui devrait être mon temps de repos. Je ne travaille pas les samedis normalement au CNRS. Enfin, donc voilà, et donc on se coordonne comme ça. Donc une version froide qui s'appelle la confiance est un enchâssement d'intérêts. On arrive à se coordonner sur les intérêts. Version froide qui est très puissante, par exemple en économie, dans certaines disciplines où les raisons sont très importantes. Une version plus chaude, enfin, qui est aussi très importante, c'est que la
confiance est une vulnérabilité acceptée à la trahison possible, mais non nécessaire des autres. Donc je m'expose. En faisant confiance à quelqu'un, je m'expose, je suis vulnérable. Si je fais confiance dans le bus au fait que la personne à côté de moi ne me volera pas le portefeuille, je ne ferai pas certaines actions, je ne me protégerai pas, et donc je m'expose. Donc c'est accepter une certaine vulnérabilité. Donc c'est de l'interaction avec les autres, il peut y avoir des raisons pour interagir avec les autres, il y a un avantage de deux parties pour continuer l'interaction, donc confiance froide, et il peut y avoir des aspects plus émotionnels, etc., qui nous font dévoiler une partie de notre fragilité, de notre vulnérabilité, en disons, faisant l'hypothèse que les autres ne vont pas nous trahir. Et j'espère que dans la conversation, on va revenir, disons, sur ces deux dimensions, disons, froide et chaude de la confiance. Nicolas Chaban, quand on évoque le terme de collectif, souvent ça nous évoque un peu l'utopie. Comment on instaure et on entretient la confiance dans un collectif ? Alors, il faut le demander à chaque personne qui est dans le collectif. Alors, par hasard, j'ai une brique de lait qui va me permettre de vous expliquer. J'ai de la chance, elle est dans mon sac aujourd'hui. Non, je rappelle avant, juste pour mettre un cadre, on est une coopérative de consommateurs. C'est pour ça qu'on n'hésite jamais à faire un peu de publicité à ces produits. Il y a peut-être des gens qui connaissent les produits, il y a peut-être des sociétaires, puisque la coopérative rassemble maintenant 15 000 sociétaires et on est 16 millions de gens en France à avoir décidé que cette brique de lait solidaire qui permet à un producteur de vivre de son métier, elle allait être un grand succès. C'est la brique de lait devant vos yeux, sans pub à la télé, sans commerciaux dans les magasins, la plus vendue de France, hors MDD. Et c'est des milliers de familles de producteurs à l'autre bout qui retrouvent beaucoup d'espoir. Voilà, donc il n'y a pas de bénéfices chez nous distribués, il n'y a pas de dividendes. Voilà pourquoi je me suis autorisé à la mettre là, dans le cadre de cette Sorbonne, qui était en plus ma fac, il y a 35 ans. Ça paraît un peu étonnant de dire ça, mais j'ai plus de 55 ans. Bon. Voilà, non, cette parenthèse faite, on est toujours un peu gêné de la mettre sur le bureau comme une publicité, mais si vous saviez à quel point il y a un producteur dans la salle, on en s'est parlé tout à l'heure, ça aide les gens à l'autre bout. Je vous assure qu'on le fera partout et autant qu'on peut. Pour répondre rapidement à la question, nous, on est une famille de gens, on n'a réfléchi à rien et j'adore votre présentation parce qu'elle nous éclaire, elle nous offre des points de repère. On est une famille de consommateurs en 2016, on sait que des producteurs disparaissent. On est très étonné que notre argent ne puisse pas protéger ceux qui à l'autre bout nous nourrissent. Et c'est comme ça que naît le collectif, mais vraiment je rajoute rien et je romance rien. Je suis tout seul au début, puis on est 2, puis on est 3. Et puis il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de banque. Il y a une dimension très émotionnelle. Combien il faut sur un litre de lait pour que le producteur à l'autre bout vive de son métier. Dès qu'on obtient la réponse 8 centimes par litre, qu'on multiplie ça par 50 litres de consommation annuelle, on arrive au fameux 4 €. Et là, il y a une magie qui est partie d'une personne pour finir à 16 millions de personnes aujourd'hui. Et on y reviendra peut-être, mais sans recette, sans plan. Le lundi matin, on ne s'est pas dit on va faire les choses de telle ou telle façon pour être très nombreux, mobilisés et solidaires. On a, je crois, débrayé la mécanique. On a un peu un contre-champ peut-être de méthodologie ou de réflexion. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas quelque chose qui s'arme sur une stratégie. Et en faisant ce petit déblocage, il y a un distributeur qui est venu aider, puis un deuxième, et puis finalement, le fameux point d'équilibre collectif qui a fait grandir cette aventure, il a été presque de lui-même et naturellement trouvé par le fait qu'on ne crée pas de point de rigidité qui s'appelle des fois une stratégie. Et on n'aurait jamais pu trouver ce point d'équilibre dans des réunions du lundi matin. Et cette force, c'est d'avoir fait confiance à cette intelligence collective, à des moments très simples, à des réponses parfois à 80 qui devenaient des
des lignes de cahier des charges qui ensuite protégeaient les producteurs. Donc je préciserai peut-être les choses, mais c'est pour pas être trop long. À la question comment on fait, la première chose pour réussir peut-être dans notre dimension, hein, j'en fais pas la Pentecôte des logiques collectives, mais je crois que nous on a d'abord évité de vouloir faire en notre nom à tous pour les autres. On s'est rassemblés, on s'est dit partons d'un chemin simple, on va aider des gens qui nous nourrissent. Et ensuite, on ne s'est pas perdu dans un système de communauté, de pensée, de réflexion, de surréflexion, de balises, de pointes, de rigidité qui auraient pu, à un moment donné, créer des zones de contraste dans ce collectif qui grandissait. C'était on parlera peut-être à la fin de la murmuration que sans doute vous connaissez dans le monde animal, mais qui est la plus belle définition, me semble-t-il, de ce que peut être l'intelligence collective. Je vais le dire maintenant, ça ne vous embête pas? Donc à la question comment vous avez fait, vous tous, et il y en a je pense dans la salle, 16 millions de gens en France qui créent une brique de lait sans campagne de pub à la télé, sans commerciaux, comment devenir numéro 1 des ventes? Comment cette brique et cette marque est devenue la marque la plus vendue parmi les nouvelles marques créées depuis 10 ans? C'est quand même extraordinaire, avec uniquement des produits solidaires. On n'a aucune réponse. Donc je suis vraiment le pire intervenant de ces 2 jours. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'on a pris soin de ne pas penser trop à la place de tout le monde. On s'en est remis un peu à cette capacité qu'on avait à faire ensemble les choses, en étant respectueux et bienveillant. Et dans le monde animal, il y a un sociétaire qui m'a dit « peut-être que tu pourrais répondre ça à des journalistes ». Il y a ce qu'on appelle la murmuration. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les immenses vols des tourneaux qui tournoient comme ça dans des volutes absolument parfaites. Ça semble millimétré et absolument incroyable. Et les scientifiques ont prouvé qu'il n'y avait pas un oiseau leader qui impulsait à ce groupe ce mouvement absolument phénoménal. Il y a une intelligence collective qui s'empare du groupe et qui lui fait faire ce qu'aucun individu n'aurait pu faire à ce groupe tout entier. Voilà ce qu'est la murmuration, et voilà sans doute en nombre déporté ce qui a porté cette aventure, qui a redonné le sourire à beaucoup de producteurs à l'autre bout. Et merci à ceux qui y participent. Voilà. Merci. On parle là d'un collectif qui marche bien même. Très bien. Rim Chaoui, vous travaillez en grande partie sur la transition durable. C'est un secteur qui implique quand même de remettre souvent en question des modèles établis. Comment on gère la confiance dans un collectif quand on a des divergences et des résistances qui apparaissent face à de nouvelles propositions? Bien, dans un premier temps, je répondrai l'accompagnement au changement. Une partie de communication, une partie de prise de conscience, une partie de sensibilisation et surtout de la co-construction. Non, je vais étayer un peu. J'ai un souvenir en 2008. En 2008, nous avons tous et toutes connu la crise financière. Je me souviens d'un intervenant à la télé, dont j'ai honteusement oublié le nom, qui disait que les crises sont là pour réguler les débordements qui ont été opérés par l'humanité. Et c'est très clairement la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Si des transitions durables sont opérées, c'est probablement parce qu'il y a eu des débordements qui ont été opérés par l'humanité. Maintenant, comment on fait pour régler ça? Donc il y a une prise de conscience. Il y a plusieurs prises de conscience. On en a eu une en 2009, une équipe de chercheurs qui a interpellé sur la question des limites planétaires. On a 9 limites planétaires à ne pas dépasser pour pouvoir préserver des conditions de vie favorables sur Terre. On en a dépassé 6. Maintenant, on a un collectif qui en prend conscience et qui se réunit. On le voit notamment à travers les COP, la COP sur le climat ou encore la COP sur la biodiversité. Et dans ce collectif, vous avez une diversité de parties prenantes. Vous avez les États qui sont représentés, les associations environnementales. Et puis, vous avez aussi des fournisseurs de solutions, des opérateurs qui sont là aussi pour co-construire les outils. Une fois que ceci est fait, comment on opère ensemble? Eh bien, écoutez, je vais vous répondre, non pas pour faire l'éloge de l'outil que je produis au quotidien avec mon équipe, mais il y a la normalisation. La normalisation dont le maître mot et la philosophie, c'est la maîtrise du consensus. Et le consensus est un bon outil justement pour essayer de maîtriser ces divergences. Merci. Je rebondis rapidement, vous avez parlé d'accompagnement au changement. C'est quelque chose qui, à mon avis, doit être de plus en plus présent dans plusieurs secteurs de métier vu les circonstances. Comment ça se met en place concrètement chez vous ?
de façon vive, je regarde parce que j'ai aussi des collaborateurs qui sont au sein de mon équipe. Donc en effet, je vais utiliser ma casquette de manager où il y a des évolutions qui sont vivement nécessaires. Il faut pouvoir faire preuve de grande pédagogie et d'expliquer pourquoi on se retrouve dans telle et telle situation. Et parfois, et c'est là où je vais faire preuve de toute transparence avec vous, parfois je ne sais pas comment procéder. Donc qu'est-ce que je fais? J'interroge mon équipe. Voilà la situation dans laquelle je suis, il faut qu'on avance, il faut qu'on opère, comment pouvons-nous réagir collectivement? Et là, même les plus réfractaires peuvent être force de proposition. Et c'est un aspect de l'accompagnement au changement. Associer l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des collaborateurs, l'humain, le collectif justement, à co-construire ces solutions. Merci. Corentin Jattal-Perron, est-ce que dans votre domaine, vous avez l'impression que l'intelligence collective permet d'apporter des solutions plus innovantes que dans d'autres structures, et est-ce que cette diversité n'est pas parfois un frein? Oui, alors moi je fais des recherches depuis une dizaine d'années sur tout ce qui est low-tech. Je mets en situation pour qu'on comprenne. Les low-tech, c'est des savoir-faire ou des technologies qui sont à la fois utiles, ça répond à des besoins de base, l'accès à l'eau, énergie, nourriture, etc. Accessible à tout le monde et à la fois durable et respectueux des humains et de la planète. Et donc j'ai passé 10 ans à chercher des innovations et des gens qui innovent là-dedans. Et je me suis mis à travailler là-dedans justement parce que je me suis rendu compte qu'il y a une dizaine d'années, c'était un peu l'explosion de tout ce qui était forum sur Internet et on voyait beaucoup un début de recherche et développement collaborative et assez original par rapport à ce qui se faisait avant parce que complètement open source et complètement organique. En fait, je me rappelle sur certains forums, ou même c'était pas mal par vidéo, sur YouTube par exemple, des gens qui inventaient un truc, qui faisaient une vidéo. Je me souviens par exemple, pour prendre un exemple concret, d'un survivaliste russe qui avait mis une vidéo d'un petit système un peu comme un taille-crayon pour dérouler une bouteille plastique en un long fil plastique qu'il pouvait utiliser ensuite pour je sais pas, faire des structures, etc. En plus, c'est thermoformable, pardon. Donc, enfin bref, je rentre pas dans le détail technique, mais c'était un truc assez ingénieux. Et j'ai suivi l'histoire de cette innovation parce que j'ai vu que quelques mois après, ça avait inspiré des Portugais qui avaient utilisé la technique du survivaliste russe, mais pour faire des balais. En fait, ils déroulaient comme ça des bouteilles plastiques qui recyclaient et ils avaient fait une machine un peu plus complexe du coup et un peu plus industrielle pour en faire des balais avec tous ces petits morceaux de plastique. Et après, peut-être plusieurs années après, j'ai vu que ça avait inspiré d'autres gens et d'autres gens et d'autres gens. Et en fait, en quelques années, cette bête invention, à la base faite par un survivaliste qui voulait faire un arc, je crois, et ben en fait, elle a permis à plein de gens d'innover et de s'inspirer des autres pour inventer chacun, faire une petite marche supplémentaire. Et donc pour répondre à votre question, oui, ça a ouvert tout un champ génial. En fait, je vois ça un petit peu comme des neurones qui sont connectés, qui forment un cerveau géant maintenant, toute cette recherche collaborative. Et ça a énormément aidé le domaine des low-tech parce que c'est un domaine dans lequel il n'y a pas beaucoup de fonds pour la recherche et développement. Et cette recherche et développement collaborative a vraiment généré énormément d'innovations depuis. Alors peut-être les freins, parce que vous demandiez aussi les freins, c'est que du coup on trouve aussi beaucoup de gens qui mettent des informations, des fausses informations aussi, et qui, elles, freinent pour le coup ce mouvement-là un petit peu. Ok. Est-ce qu'un premier étudiant veut prendre la parole ? Merci. Moi, je m'appelle Annette Le Pichon, je suis étudiante à la Sorbonne. Ma première question, c'est une question générale pour tout le monde. Comment éviter que l'intelligence collective ne se transforme en conformisme ou pensée collective? Et du coup, quelle est la place de l'individu, de l'individualisme dans cette intelligence collective? Je vous en prie, madame. Merci. Non, je veux juste esquisser une réponse. L'intelligence collective,
au moins le terme technique, enfin, c'est un domaine de recherche aujourd'hui. Et ce n'est pas tout simplement penser tous ensemble, c'est dessiner des processus de pensée. Ça veut dire combien de gens, de quel type, pour combien de temps. Si vous voulez, dans l'histoire de la pensée, l'expression plus intéressante d'intelligence collective est la politique. Enfin, combien de députés il faut dans une assemblée. Il y a des merveilleux théorèmes, même français, enfin, Condorcet, d'autres auteurs comme ça, qui montrent qu'il y a, enfin, si vous avez un certain nombre de députés dans une assemblée et un certain temps de décision, une certaine technique d'arrêt de la décision, vous avez certains résultats. Et si vous avez d'autres systèmes, d'autres designs de la connaissance, vous avez d'autres résultats. Donc, l'intelligence collective, ça peut être un terme vide si vous le voyez. Enfin, l'intelligence a toujours été collective. Il y a très peu d'intelligence individuelle. Faites un examen rapide sur ce qu'il y a dans votre tête en ce moment. Même la météo dépend d'une app où vous avez vu la température. Enfin, vous avez très peu de vous-même, vos souvenirs, voilà. Mais disons, la plupart des pensées qui sont dans votre tête dépendent de la collectivité, dépendent du fait que vous êtes des êtres sociaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment on la dessine, comment on la configure. Il y a des configurations qui évitent les risques que vous dites, le conformisme, les cascades informationnelles, donc la bêtise collective, et il y a d'autres configurations qui l'incitent. Donc, c'est la responsabilité, c'est dans les designs. Vous pouvez avoir beaucoup de types de gouvernements qui sont collectivistes, et où il y a des plébiscites, mais si vous ne dessinez pas bien les processus de décision, vous aurez des dictatures, même si vous décidez tous ensemble. Voilà. Même chose, moi je suis assez vieille pour avoir vu un premier web qui était une forme d'intelligence collective, qui a fait beaucoup rêver sur l'intelligence collective, qui a donné des expressions intelligentes comme Wikipédia. Et 10 ans après, il y a eu des formes qui sont, moi je pense qu'ils sont déjà en décadence, enfin, mais qui ont été quand même assez importantes pendant une dizaine d'années, comme les réseaux sociaux, qui sont clairement des créateurs de ce que vous mentionnez, de conformisme collectif. Enfin. Donc, c'est les dessins, c'est le design, enfin, c'est comment vous dessinez un processus intelligent qui fait la différence. Ce n'est pas et comment vous dessinez, ça veut dire combien de gens, pour combien de temps, quelle prise de parole, énormément de règles. Enfin, ça, il faut savoir les dessiner. Oui, moi alors pour essayer de répondre à la question, la première fois, j'ai pas vraiment répondu à la question. La dimension individuelle. Alors d'abord, une chose, nous, on s'en est remis à des votes collectifs, très simples. Sur des cahiers des charges, on crée un produit, chaque critère a une incidence sur le prix. C'est pas juste dans l'absolu qu'est-ce que vous voudriez. C'est, vous voyez, si on laisse les vaches à l'étable, ça coûtera moins cher. Si elles font du pâturage, elles sont plus heureuses, mais là ça rajoute 2 centimes par litre. 3 à 6 mois de pâturage, 1 à 3 mois, 2 centimes, 3 à 6 mois, 4 centimes. Chaque critère est issu d'un vote. Là, tous les grands organismes, Kantar, nous ont dit, mais attendez, vous vous rendez compte, c'est même pas un panel représentatif, ça va pas marcher, il faut qu'ils aient tel ou tel âge, il faut qu'il y ait des représentations sociétales, enfin je ne sais même pas comment on appelle ça. Non, on a fait ça spontanément, et mon Dieu, les 6000 qui ont voté ont ressemblé terriblement à ceux qui avaient le même bon sens quand ils étaient 16 millions. Bon, première chose. Mais après, ça m'appelle quelque chose d'assez étonnant, c'est que nous, souvent, c'est une personne qui incarne un bout d'intelligence que tout le monde considère dans une réunion. Et quand je dis une personne, c'est un sociétaire. C'est quelqu'un qui ne travaille même pas dans l'équipe de ce qui est le patron, qui dit j'ai appris que le beurre, il y avait de la carotène qui donnait une couleur uniforme tout au long de l'année, alors qu'avant, le beurre variait en fonction des saisons. Ça nous ferait récupérer 1 centime. Qu'est-ce que vous en pensez? On l'enlève? On propose de l'enlever? Oui. Vous avez vu un peu les études de marché chez ce qui est le patron. Donc ça a été ça tout le temps. Et là, on s'est rendu compte d'autre chose, c'est que
Cette personne avec son bon sens qui ressemble au bon sens de tellement d'autres personnes. Venez contraster avec une famille de gens qu'on appelle les experts. Les experts, alors dans le monde du marketing, dans le monde de la communication, mais aussi les conseillers du monde politique. Alors là, on a mis longtemps à comprendre comment ça fonctionnait. Alors j'essaye de ne pas vous faire une discussion trop de bistrot, un peu caricaturale, mais c'est quand même ça. On s'est rendu compte que quand nous, citoyens de bonne foi, on arrivait avec des idées très simples, voilà ce qui se passait chez les experts du marketing notamment, ou les conseillers en politique. Attendez, mais vous êtes des citoyens, vous êtes des consommateurs. On ne peut pas prendre votre solution toute simple comme ça, quoi. Et on a compris, on a essayé d'être indulgent, mais après, la patience et la détresse des producteurs a une limite qui se superpose. Au bout d'un moment, ils prennent en otage des systèmes qui marchent dans la vraie vie, hein. Vous en avez un, mais il y en a bien dans d'autres secteurs, en disant, et c'est là où apparaît le hors-sol, attendez, moi je suis un expert, j'ai fait une école qui me met en situation de penser au nom de tous les autres. Il faut que je trouve une solution pour tous les autres. Évidemment, je ne vais pas trouver une solution que tous les autres pourraient trouver en 5 minutes sur un coin de café ou de bistrot. Et c'est là où inconsciemment l'expert invente une solution que sans doute les autres n'auraient jamais trouvée, mais qui ne marchera jamais puisqu'elle est si éloignée du bon sens et de la simplicité de ce qui nous rassemble tous assez spontanément. Et voilà comment notre petite intelligence collective, mais qui part de l'individualité, qui se reconnaît par une espèce de fréquence collective, vous savez, c'est une fréquence musicale, c'est comme les bonnes idées. Pourquoi il y a à un moment donné une bonne idée qui arrive? Parce qu'en fait, elle est chez tout le monde en même temps. Il y en a un qui fait teinter de la fréquence collective reconnue par tous le fait que tout le monde se dise « Ah bah oui, ça c'est une évidence, on va le faire ». Donc le rôle individuel est capital, mais il faut se laisser faire par l'idée que quelqu'un puisse avoir une idée extraordinaire sans subir ça comme une espèce d'affront qui remettra en question sa propre position. Voilà. En fait, j'avais jamais réfléchi à la chose comme ça. Donc merci à ce débat et madame qui m'a amené sur cette bizarre. Mais c'est, voilà, votre question, elle nous éclaire aussi des zones qui nous étaient encore une fois un peu spontanément mises en scène, sans passer par beaucoup de réflexion amont. Prime. Oui, merci. Et en effet, ça alimente aussi ma propre réflexion. Et finalement, l'individu et le collectif, c'est une question d'équilibre. L'individu va apporter son atout, son savoir-faire, son expérience, sa liberté d'expression, son développement personnel. Et le collectif va venir porter cet individu, va venir porter et va créer des opportunités de développement, voire pour démultiplier ce que l'individu est en mesure de réaliser. Moi, j'ai 2 exemples très concrets de ma vie de professionnelle. Est-ce que certains d'entre vous pratiquent l'équitation ? Certains peut-être ou pas. Alors sachez que dans les années 90, un haut fonctionnaire de l'État irlandais a malheureusement perdu son fils lors d'un accident d'équitation. Donc le cheval, il a fait une chute de cheval, le cheval est tombé sur son fils et malheureusement il est décédé. Et ce haut fonctionnaire de l'État irlandais avait comme combat personnel, avec toutes les raisons et toute la douleur qui l'embarquait, eh bien de faire évoluer les normes sur les casques d'équitation. Des normes qui étaient très très bien établies. Il a mis 10 ans, 15 ans à bousculer toute la communauté européenne. Bien évidemment, il a complètement bousculé les inerties, mais toute son énergie individuelle est venue mobiliser, déranger un peu le collectif, mais est venue faire évoluer le collectif. Et d'une autre façon, dans un autre exemple, j'ai aussi une collaboratrice qui est extraordinaire, mais qui a rencontré une difficulté face à une partie prenante, et elle n'était pas en mesure de répondre à cette difficulté. Que s'est-il passé? On a mobilisé le collectif, on a réuni les collègues, et on a dit voilà la problématique que cette personne rencontre. Et là, le collectif a porté en fait cette collaboratrice qui a progressé. Donc on peut avoir dans les 2 cas un individu qui va porter et bousculer le collectif, et parfois on peut avoir le collectif qui va porter l'individu. Vas-y. Alors bonjour, Prudence de la Suisse, étudiante à Paris Descartes. J'avais une question pour Corentin de Châtel-Perron. Comment votre collectif Low-Tech Lab utilise-t-il des dynamiques collectives pour développer des solutions low-tech qui sont fondées sur la transparence et la confiance et qui permettent de répondre à des besoins spécifiques de chaque individu?
Mais en fait, c'est vrai que, donc, si je continue ce que je disais tout à l'heure, cette idée de recherche et développement collaboratif, elle nous a donné une idée au Low-Tech Lab, c'est de trouver toutes ces innovations un peu autour du monde et de les documenter et de faire comme un Wikipédia, mais pour les low-tech, pour que n'importe qui puisse se saisir de ces innovations et les répliquer à droite à gauche. Donc ça a été ça vraiment le concept et la raison de la création du Low-Tech Lab. C'est de diffuser les bonnes idées pour que quand quelqu'un a une bonne idée quelque part dans le monde, elle puisse inspirer n'importe qui puisse avoir la même... utiliser cette solution sans avoir à repartir de zéro. Et en fait, on se retrouve du coup avec des gens un petit peu partout dans le monde qui peuvent dispatcher et qui subissent quelquefois les mêmes contraintes, par exemple un besoin en eau, un stress hydrique, qui vont chacun peut-être avoir besoin de la même idée, mais dans un contexte un petit peu différent. Et du coup, c'est là que c'est super intéressant le côté collaboratif, c'est que chacun va appliquer l'idée un peu de base dans son contexte, et comme le contexte est un petit peu différent, ça peut être par exemple la culture est différente, ou les ressources sont différentes, et donc va implémenter la solution d'une manière un peu différente. Et du coup, ça va remonter au collectif, et du coup, ça va faire avancer tout le monde en recherche et développement. Je vais peut-être prendre un exemple concret. Il y a une entreprise qu'on est allé voir au Guatemala qui a inventé un filtre à eau qui s'appelle EcoFiltro. Il mélange en fait de la glaise et de la sciure de bois pour faire des pots en terre qui ressemblent à des pots de fleurs. Et quand ça cuit, en fait, la sciure de bois, elle devient du charbon. Et donc ça crée des pots micro-poreux et ils s'en servent comme filtre à eau. Et donc c'est intéressant dans tous les pays où l'eau n'est pas potable, où il y a des problèmes sanitaires à cause de l'eau du robinet. Et cette entreprise, au lieu de déposer un brevet sur ce savoir-faire, elle a décidé de mettre ça en open source et même d'aller jusqu'à former ses concurrents. Et ils ont formé des gens dans 38 pays différents dans le monde. Et donc il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui fabriquent ces filtres-là avec leurs matériaux locaux, donc avec le bois, enfin la sciure d'un bois local, avec leur glaise locale, avec leurs fours locaux, etc. Et ils partagent leur recherche et développement. Et en même temps, c'est une technologie qui se fait connaître aussi parce qu'elle est répliquée dans plein de pays. Et du coup, ils y gagnent vachement en fait à avoir partagé ça par rapport à avoir déposé un brevet. Et je trouve que c'est un excellent exemple de comment est-ce que on valorise les initiatives de chacun, comme ça, qui est chacun dans un contexte différent, au profit du global. Je ne sais pas si c'est très clair et si ça répond à ta question. Oui, vas-y. Bonjour, je m'appelle Edgar Fabvin, je suis étudiant à l'ESME Sudria et j'avais une question pour vous, Gloria Orighi. D'après votre ouvrage concernant les passions sociales, comment percevez-vous le rôle des émotions dans la dynamique d'intelligence collective? Est-ce que les émotions partagées sont source de cohésion ou de division? Les émotions collectives sont un sujet chaud. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de recherches sur ça. Si vous voulez, clairement, les émotions collectives sont une source de cohésion. Ça veut dire qu'elles nous dépassent. Les émotions collectives nous dépassent. Enfin, d'une certaine façon, on peut dire que toute émotion doit avoir siège dans les corps. Mais en fait, les passions collectives, comme la panique, comme le ressentiment, etc., sont d'une certaine façon hors de nous, enfin, sont dans l'espace social. Enfin, donc, c'est un sujet très intéressant. Donc, clairement, c'est des forces de cohésion, mais après qui se structurent contre, par exemple, un autre, un opposant, etc. Donc, elles deviennent des forces de division. Ce qui est très intéressant, étant donné qu'on est là en train de parler, disons, un peu de la dialectique entre individuel et collectif, que clairement, dans des situations de contagion émotionnelle collective, cette distinction entre individuel et collectif ne tient plus. Et donc, c'est très fascinant et ça demande un traitement de la situation qui est inédit et qui est différent.
Annette? Je peux. Moi, c'est une question pour Rimchaoui. La transparence dans le collectif est-elle nécessaire pour établir une confiance? Est-il nécessaire d'être toujours transparent avec les personnes avec qui on travaille pour le bien commun? Oui. Évidemment, évidemment. La transparence va être source de confiance, la transparence va être source d'intégrité, la transparence va être source de fiabilité. Et quand on est transparent, on comprend encore mieux et on fait comprendre encore mieux les processus de décision, comme l'a expliqué tout à l'heure Madame Oretti, les processus de décision qui sont mis en place justement pour procéder à ces différentes évolutions. Moi, j'ai différents exemples. Je le vois tant en tant que manager, à partir du moment où j'explique à mes collaborateurs que je rencontre des difficultés, parce que je m'expose, je suis transparente, que se passe-t-il? J'ai un collectif avec moi qui est là et qui m'aide, qui m'appuie. On a aussi d'autres niveaux de... Enfin, la transparence va venir sécuriser aussi un certain nombre de pratiques, des outils, va sécuriser le collectif. Je vais vous prendre un exemple tout simple qui est forcément rattaché à mon métier, celui de la normalisation. À un moment clé, en fait, vous êtes tous amenés, vous êtes tous invités à réagir sur une norme. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui vous le savez. On met à disposition le référentiel qui est en cours d'élaboration sur le site de l'AFNOR et vous pouvez réagir, vous pouvez formaliser des commentaires et vous pouvez venir avec nous, avec ceux qui ont co-construit l'outil pour réagir et défendre et argumenter. Le collectif, que va-t-il faire? Il va peut-être accepter votre commentaire et va amender le document, mais il peut aussi refuser le commentaire. Mais s'il le refuse, il va vous expliquer pourquoi. Et quand on vous explique pourquoi, vous comprenez mieux et vous vous associez encore plus à cette prise de décision. Donc oui, la transparence, tant dans la relation bilatérale, professionnelle, personnelle, que dans la relation collective, est essentielle. Prudence. J'avais une question pour vous, Nicolas Chaban. En quoi le modèle de société coopérative d'intérêt collectif renforce-t-elle la confiance des consommateurs? Est-ce que ce modèle pourrait s'appliquer à d'autres secteurs? Oui, un grand oui. Nous, on le vit depuis 8 ans. D'abord, il faut rappeler le cadre de ce que c'est une SCIC et comment ça libère beaucoup d'intelligence et d'action collective. Parce que je pense qu'il y a quand même, on parle d'intelligence collective, mais sans action collective, c'est quand même moins intéressant. Nous, quand on est une coopérative comme nous, tous les efforts agrégés se transforment en du soutien aux producteurs. Hein. C'est le principe assez simple. Mais comme il n'y a pas en fin d'année, lorsqu'il y a des bénéfices de distribution d'argent vers des individus ou une banque ou un fonds, tout le monde sait que son effort va venir aider d'abord et uniquement les producteurs. Il n'y a pas de dividendes, comme je le disais. Moi, j'ai créé l'aventure, mais j'ai fait en sorte qu'elle soit invendable. On ne peut pas la revendre, ça ne peut pas un jour passer dans les mains d'un grand groupe. On va même devenir une fondation. Mes enfants doivent signer pour dire il n'y aura jamais de transfert. Ça doit rester une maison qui appartient aux consommateurs et aux producteurs. C'est important parce que c'est à partir de là que l'intelligence collective, si on y revient, se met en marche. Alors nous, on n'a pas mesuré ça. Je dois passer pour le moins organisateur des journées professionnelles en France, mais on n'avait pas, on était 3. On n'avait pas d'agence de com. Au début, on rêvait de 5 millions de litres de lait. Parce que les grands experts nous avaient dit, vous n'irez jamais plus haut. Bon, 5 millions, c'était déjà bien, ça ramenait pas mal de centimes aux producteurs. Et puis là, première année, 33 millions de litres de lait. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, pourquoi et comment? Eh bien, on revient à la première question. On a laissé tout le monde faire ce qu'il voulait, puisqu'on ne pouvait pas coordonner une action collective. Et là, on a découvert, 5 ans après, est arrivé un directeur financier, c'était quand même rigolo, il est arrivé 5 ans après le directeur financier, parce qu'en fait, je vous assure, on ne savait pas le chiffre d'affaires que ça représentait. Aujourd'hui, c'est plus de 100 millions de produits par an, mais on ne s'occupait pas de ça, on s'occupait juste de faire en sorte qu'il y ait un maximum de produits qui se vendent, parce qu'on savait que mécaniquement, ça aiderait les producteurs à l'autre bout. Et là, on a découvert, alors là, l'intelligence collective, quand vous non pas vous l'organisez en push, hein,
C'est pas nous qui avons dit, voilà comment on va faire de l'intelligence collective. Déjà, c'est mort. Si ça démarre comme ça, c'est compliqué. Voilà comment moi, Nicolas Chaban, je vais faire de l'intelligence collective. On est d'accord, ça marche pas très bien. Donc en laissant la place à tout le monde, on a eu des témoignages. Michel-Édouard Leclerc, que vous connaissez, un jour, quand on l'a rencontré, nous a dit, quand on a appris que dans nos magasins, des consommateurs, des clients du magasin, refaisaient ce qu'ils appellent les facings, ils rangeaient les produits, ils poussaient un petit peu pour qu'ils soient plus vus. Il y a une dame qui est arrivée un jour en disant « Bonjour, monsieur le directeur, vous me connaissez ?»« Oui, bien sûr, madame, je vous vois toutes les semaines chez moi. » Ok. La brique de lait, là, c'est la nôtre. Elle est à nous, les consommateurs, on aide les producteurs. Elle est beaucoup trop haut, là. Non, là, on ne peut pas l'attraper, il faut la mettre là. Évidemment, aucun commercial au monde n'aurait demandé ça à un directeur de magasin. Vous voyez, donc, on ne parle pas d'une intelligence collective dans la dimension millimétrée de quelque chose qu'on pourrait décrire. On est dans une impulsion, dans une direction, avec, je crois, 2 piliers forts dans notre histoire. Je parle pas de toutes les intelligences collectives qui se sont manifestées à différentes étapes. Nous, c'est le bon sens collectif, tout simple, faire des choses toutes simples, et de la bienveillance. Quand ces 2 piliers se mettent en marche, vous vous rendez compte que à peu près tout peut se réaliser. Et quand après ça se connecte à nos actes d'achat, donc cet argent qui, rappelons-le, le 1er janvier est dans nos poches, chaque année on a 1600 milliards d'euros, les dépenses annuelles des ménages en France, dans nos poches. Si à un moment donné on amène cet argent aux bons endroits, dans des entreprises qui paient bien les producteurs, mais aussi les salariés, qu'on crée mécaniquement des retombées positives autour de nous, on voit bien comment l'intelligence collective, elle est dépassée par l'intellectualisation de l'action qu'on doit se rappeler chaque matin. On met des conditions, un cadre, et ensuite on a un vecteur qui canalise le fait que finalement les choses vont mieux puisque nos actes d'achat, mécaniquement, ils soignent le monde dans ce cas-là qui nous entoure. Et ça, on a une intelligence collective de départ, mais qui après crée des retombées collectives qui, à mon avis, sont le seul intérêt de ce dont on débat aujourd'hui autour de l'intelligence collective. Est-ce que, je pense à Harim ou Corentin, vous souhaitez rebondir là-dessus sur ce bon sens collectif? Est-ce que c'est du bon sens ou est-ce que vous êtes la team très très organisée? J'ai un exemple fabuleux et en lien justement avec l'action consommateur et la team consommateur mais internationale. Vous avez quand même quelques consommateurs qui s'inquiétaient du comportement des multinationales vis-à-vis de leurs sous-traitants et notamment en matière de conditions de travail. Bien, les consommateurs se sont organisés de façon désorganisée, mais pour mobiliser l'instance internationale de normalisation. Et sur la base de cette alerte, en fait, eh bien, vous avez la première norme sur la responsabilité sociétale des organisations qui a été fondée sur ce collectif désorganisé de consommateurs, mais qui s'est rapproché vers un cadre. Mais ils ont posé les fondements normatifs de la responsabilité sociétale des organisations. Juste une seconde, après je vous relaisse tout mon temps de parole. Ce que vous décrivez, ça nous rappelle que l'intelligence collective, elle a du mal à survivre à la première réunion physique. C'est-à-dire que quand vous faites des votes collectifs, chacun chez soi, on répond à une question, on s'engage et ça devient un résultat, ça marche. Vous mettez 10 personnes dans une pièce, il y a 2 leaders avec un peu de caractère qui commencent au nom de l'intelligence collective, de coordonner l'histoire, ça s'arrête. Donc il y a cette dimension aussi pas de lâcher prise, mais de sacralisation de la dimension collective, dans ce cas-là de moins mise en scène par la dimension personnelle ou individuelle. Voilà. Pardon, mais je voulais rebondir là-dessus. Edgar. Oui, alors j'avais une question du coup pour le groupe. Donc le collectif est-il source de désinformation, trahison ou manipulation malgré une confiance et intelligence collective? Rim. Eh bien, malgré toute la confiance qui peut s'instaurer au sein d'un groupe, au sein d'un collectif, il peut y avoir de la vulnérabilité.
notamment lorsqu'on peut se retrouver dans des situations où on reçoit tous la même typologie d'informations. Et là encore, j'ai un exemple, un moment qu'on a tous et toutes connu, la pandémie, le Covid, la pénurie de masques. Il y a eu des initiatives citoyennes formidables, vraiment, qui visaient à coudre des masques, à faire des masques maison. Pour vous-même, vous avez pu coudre des masques pour vous-même, vos proches, pour le personnel soignant. Il y avait un patron qui avait été mis à disposition, et notamment par le CHU de Grenoble, et qui avait été diffusé très largement, et notamment sur les réseaux sociaux. Et j'ai réagi en disant attention, moi, Rim Chaoui de l'AFNOR, je me sentais plutôt légitime, hein, j'étais responsable du pôle santé sécurité au travail, je me dis c'est moi, je suis là. Attention, on ne peut pas coudre des masques de cette façon. Il y a des tests à faire, il y a des points de vigilance à avoir, il y a des professionnels qui travaillent. J'ai subi un lynchage sur les réseaux sociaux incroyable. Pourtant, je me sentais légitime de le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Avec l'AFNOR, on s'est dit on va accompagner ces initiatives citoyennes. Et donc là, on a réuni, dans le tour de table, 150 experts, et on a élaboré un référentiel en l'espace d'une semaine. Et on a mis à disposition un patron à destination de toutes celles et ceux qui souhaitaient coudre un masque. Et vous savez quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait du fameux patron que je décriais ? Eh bien, on l'a déconseillé. Pourquoi ? Parce qu'on a apporté toute l'expertise, les données scientifiques et techniques pour montrer que ce patron, qui a été utilisé par le collectif, qui était profondément engagé justement à apporter de l'aide, eh bien, il y avait une erreur. Donc on a pu, avec toutes les données scientifiques et un autre collectif, essayer d'accompagner cette initiative. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait répondre à cette question ? Corentin ? Moi, j'ai pas mal d'exemples de technologies qui ont été mises en avant par les algorithmes d'Internet parce que c'est marrant et c'est waouh, mais qui étaient complètement fake. Je sais pas, il y a des trucs d'énergie libre avec des aimants, on a l'impression que ça va faire de l'énergie infinie et en fait il y a un truc, c'est que les algorithmes aujourd'hui mettent en avant des trucs sur lesquels les gens ont envie de cliquer, etc. Et en fait ça met en avant des solutions qui sont quelquefois complètement fausses et donc ça c'est un peu le côté négatif, trahison de ces algorithmes. Annette ? Alors oui, moi j'ai une petite question pour tout le monde. Par le prisme de vos disciplines respectives, comment au sein d'un collectif éviter la tyrannie de la majorité ? La tyrannie de la majorité ? Oui. Vous voulez répondre, madame ? Disons, comme on dit, vaste sujet. Enfin, c'est un des sujets qui est au cœur de la théorie de la démocratie. Enfin, je dirais, donc, je reviens sur ce que j'ai dit. L'intelligence collective est l'idée. C'est une idée d'Aristote. Enfin, la première mention du terme intelligence collective, vous la trouvez chez Aristote, et c'est un peu à la base de la théorie de la démocratie. Enfin, l'idée que en décidant tous ensemble, on a des décisions meilleures. Sinon, donc il y a une espèce d'amélioration épistémique de la population, et c'est ça, disons, l'espoir de la démocratie. Si on se rend compte comme on a commencé à douter de la démocratie depuis un certain nombre d'années aussi parce que les résultats du processus collectif semblent modestes. Enfin, ça semble pas optimal. Enfin, c'est un processus qui comporte tous ces gens, etc., à des résultats qui sont nuls. Bon, peut-être il y a des solutions, donc il y a énormément de propositions aujourd'hui sur le marché, l'épistocratie, des formes d'oligarchie basées sur l'instruction, d'autres choses, etc. Donc enfin, la démocratie n'est pas quelque chose
qui est là pour rester comme par défaut pour le reste de nos jours. Donc tout ça pour vous dire, la question de la tyrannie de la majorité est une question qui est classique dans la théorie de la démocratie. Ça veut dire pourquoi la loi du 51%, ça veut dire que pourquoi les 49% doivent se soumettre à la loi du 51%. Enfin, c'est 2% de différence. Enfin, c'est absurde. Donc là, je pense que les meilleurs écrits sur ça déjà en philosophie, disons déjà dans les années 20, c'est du philosophe américain John Dewey. Il y a une énorme littérature sur cette question. L'idée, c'est que pour qu'il n'y ait pas de tyrannie, donc la règle est arbitraire. Point à la ligne. La règle est arbitraire. Enfin, et donc on ne peut pas l'appliquer partout. Parfois, vous ne pouvez pas avoir la tyrannie de la majorité. Vous devez avoir l'unanimité. Donc, il y a plein de décisions, par exemple des décisions aussi au niveau de l'Assemblée générale en France pour lesquelles il n'y a pas de tyrannie de la majorité. Vous devez avoir les 3/4 ou l'unanimité. La tyrannie de la majorité, c'est dans certaines formes de décisions, pas partout. Et donc, il faut que les 49 et les 51 aient un socle commun, ils partagent un certain nombre d'idées, de valeurs, etc., qui ne sont pas remis en question. Si vous avez vraiment une situation comme ça arrive aujourd'hui de polarisation extrême, donc les 51 va enlever des droits fondamentaux pour les 49, alors, comme disait Dewey, chaque élection, il y a un risque de guerre civile. Et donc, c'est une question très intéressante, et comme j'insiste, tout ce qu'on dit aujourd'hui de l'intelligence collective, ça fait partie d'une tradition très riche qui est la tradition de la théorie politique, enfin, et de la théorie démocratique en particulier. Si vous me permettez, moi je découvre dans cette question qui est vraiment très intéressante. Nous, ce que nous faisons, alors je fais le témoignage toujours de notre aventure, c'est qu'on n'arrête pas, il n'y a pas un moment donné où il y a un leader avec un peu de talent, je pense un peu au monde politique, enfin de talent, je ne sais pas s'il faut appeler ça du talent, mais qui à un moment donné amène une famille de gens à avoir un vote qui devient finalement un vote démocratique, mais pour un certain temps. Nous, la logique même de notre aventure, c'est que chacun va autocontrôler en permanence déjà la réalité de ce que nous avons décidé. Il y a autant de co-construction que de vérification. Mais tout naturellement, s'il y a quelque chose qui finalement n'était pas utile ou aussi efficace qu'on l'imaginait, on refait un vote ou on repositionne. Et là, je ne peux pas vous décrire, encore une fois, on ne l'a pas fait en stratégie, je ne peux pas vous décrire. Il y a un journaliste anglais qui est venu, il voulait qu'on lui donne des réponses comme ça, presque comme une recette. J'ai plus que lui décrire comme je le fais là. Mais en réalité, quand vous intégrez dans la dimension d'intelligence ou de choix collectif, c'est pas mal peut-être de dire ça au bout d'un moment. Choix collectif, parce qu'intelligence collective, il y a une dimension, il y a une ambition qui est peut-être trop grande par rapport à choix collectif. Eh bien, que vous êtes capable de considérer que vous n'êtes pas dans une position de simple client. Il n'y a pas une marque qui vous a dit, voilà, ce que peut-être vous avez aidé à choisir. Maintenant, vous êtes dans la position du client. Vous êtes vous-même un acteur. Vous êtes vous-même quelqu'un qui peut, via les réseaux sociaux, dire c'est pas vrai ce qui se passe dans cette aventure, c'est pas ce qu'on imaginait. Donc cette liberté crée un cadre collectif génial. En fait, à partir du moment où on se sent libre, moins instrumentalisé, pas infantilisé, on se sent vraiment dans un système assez égalitaire. Moi, ma voix vaut comme celle de tous les sociétaires de la coopérative. Eh bien, il y a une forme de responsabilisation qui arrive. Et là, on se dit, OK, je ne vais pas créer de problème, je vais ramener que ma part de solution. Et je dois vous dire qu'au bout de 500 000 votes pour les produits là, en 8 ans, on n'a pas un vote qui a été remis en question. C'est-à-dire que c'était évidemment pas le choix de tout le monde, mais les conditions qui avaient permis ce vote
et surtout la capacité qu'on avait après à réévoluer s'il y avait un problème, nous sortait d'un stress qui peut-être crée cette espèce d'angoisse qui devient un militantisme dur face à des idées peut-être qu'on n'aurait pas eues. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je m'égare un peu. Mais en fait, on reste dans une dimension rassurante, où on sait d'ailleurs que ce qu'on a décidé collectivement, peut-être pour nous, si ce n'était pas notre choix, peut réévoluer. Et voilà. Donc, il faut aussi créer cette perméabilité derrière le choix collectif. Et de la même façon, nous ne pratiquons pas la tyrannie de la majorité. Notre modèle est sensiblement proche du vôtre, puisque nous pratiquons l'exercice du consensus. Cela signifie qu'on va chercher à chaque fois le meilleur compromis possible à un instant T. Donc le consensus ne va pas impliquer la majorité, mais il y a toujours un processus itératif de recherche de solutions, de recherche de meilleurs compromis, d'expression aussi des différentes positions, de traçabilité des positions. Et on avance comme ça. Et à un moment donné, le consensus évolue. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, on continue à échanger. On est toujours dans cette recherche du meilleur compromis possible et qui est acceptable à un instant T entre les différentes parties prenantes. Vous êtes plusieurs à parler de consensus. Le consensus, c'est quelque chose qui prend du temps. Comme vous l'avez dit, il s'agit de discuter encore et encore. Quand on est dans des situations peut-être plus d'urgence, il y a la COP29 qui se joue en ce moment à Bakou. Si vous n'avez pas suivi, le bref résumé, c'est pas terrible pour l'instant. Est-ce que à ce moment-là, où plutôt que d'aller plus loin ensemble, on a envie d'aller peut-être plus vite, le collectif parfois n'est pas juste un frein et on devrait faire fi du collectif? Qui veut répondre? C'est la question piège, il n'y en aura plus après. C'était la question piège. Tout dépend de là où on veut aller. Est-ce que dans des situations d'urgence, on est en mesure de fournir les meilleures solutions possibles? Ça, c'est la première. Je réponds à votre question par une question. On l'a fait nous-mêmes à des situations bien particulières. Je vous ai parlé de l'exemple des masques. On a pu mobiliser en très peu de temps et on a pu produire une solution rapidement qui répondait à un moment donné à une problématique. Là, la problématique, c'est une crise, elle est urgente, mais est-ce qu'on est en mesure finalement d'y répondre? Non. Il faut pouvoir, avec un enjeu fort, l'enjeu du climat, l'enjeu de cette limite planétaire, il faut pouvoir quand même mobiliser l'ensemble des acteurs et s'assurer d'une meilleure coordination en fait. Et là, pour le coup, malgré tout, le temps est nécessaire. Elle est terrible cette question. Vous vous jetez pas sur le micro, non? Non, très bien. Non, mais récemment, là, on en parlait cet après-midi, là. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que ça soit un tout petit peu moins organisé, encore une fois, par les experts, les conseillers. Il y a un petit décalage qui s'est créé entre... je vais vous le dire différemment. Imaginez que nous, consommateurs citoyens, là, on a une marque, ça représente 100 millions par an, on soit copropriétaire d'entreprises dans chaque secteur. Assurance, hôtel, ça revient un peu à la question de tout à l'heure. Imaginez qu'on ait comme ça des acteurs qui nous ont en associés. Alors nous, on serait une fondation actionnaire ou une coop, mais comme on est ceux qui au final achètent, amènent cet argent, on a un rôle clé. On échangerait de la transparence, du partage contre un succès. Bon, la question est simple. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, notamment de la part d'argent qui, en fin d'année, devient ou des bénéfices ou du réinvestissement? Parlons de réinvestissement. Avec ce bon sens tout simple et la gestion, les enjeux de nos vies, de notre avenir, de celui de nos enfants, on en ferait quoi? Et c'est là où je pense que se marque un décalage entre une vision... avec des gens qui sont des pères de famille sympas, les conseillers politiques, on n'a rien contre eux un petit peu, mais ils sont plutôt sympas dans la vie, mais ils ont une posture, une approche qui déconnecte tout de ce fameux bon sens et de cette bienveillance. Qu'est-ce qu'on ferait de cet argent, nous, ramener à l'échelle du bon sens et de la bienveillance qui est le nôtre? C'est ça aussi la question. Donc là, on arrive à un sommet politique. Évidemment, moi, on parle jamais de politique, parce que si... une partie des gens qui achètent se disent le gars qui parle de c'est qui le patron, il pense plutôt comme ça peut-être donner envie à des gens de plus acheter la brique et là on pénaliserait les producteurs. Voilà pourquoi
j'essaie de ne pas parler de politique et j'ai réussi puisque je n'ai pas du tout répondu à la question. Désolé. Il reste quelques minutes de débat. Prudence. Il y a une question dans le public? Non, vous n'avez plus de questions? D'accord. Eh bien, la parole est à vous. Je vois une main qui se lève là-bas. Bonjour. Ah ouais. Bonjour, merci à vous, merci pour la présentation, pour l'organisation. J'avais une question pour vous, Monsieur Chaban. C'est comment apporter ce choix collectif, comme vous l'avez présenté, de 2 personnes à 16 millions de personnes? C'est-à-dire quels sont les conseils, peut-être le conseil que vous donnerez pour avoir cette intelligence collective vers un objectif aussi grand? Alors, par constat, parce que, encore une fois, on n'a pas de recette, croire vraiment qu'on n'incarne pas une dimension de savoir personnel, arriver à rester, il faut toujours des leaders dans la vie, il faut des gens qui... Mais il faut le faire avec une humilité et surtout en se rendant compte, on le ferait l'exercice ici, nous on fait des réunions chez C'est qui le patron, c'est une idée folle d'imaginer que la masse qui s'appellerait le peuple ou les citoyens serait une espèce de masse un peu informe qui aurait du mal à réfléchir. C'est d'une intelligence phénoménale. Quand vous mettez des gens en situation de répondre à des questions toutes simples, on est porteur de quelque chose qui a été totalement sous-dimensionné par cette famille d'experts qui a essayé de faire croire à tout le monde que l'expertise c'était une donnée spéciale, rare et finalement isolée. Donc il faut beaucoup d'humilité, faire des questions simples, respecter les choix, y aller avec beaucoup de bienveillance, être assez détendu et positif, parler plutôt des zones positives et de lumière, pas perdre de temps sur tout ce qui serait un problème. Nous, on n'a pas passé une seconde à parler de quelqu'un qui ferait quelque chose de pas bien à côté. Et quand on met ces conditions-là, pas plus. Il faut surtout pas ouvrir, pas trop avoir de trop grands rêves, des objectifs simples. Et qu'on se fixe ces règles du jeu-là, et que en tant qu'initiateur, on se prend pas pour un autre et qu'on pense pas qu'on est déjà un tout petit peu plus que celui d'à côté, tout devient absolument possible, mais vraiment simplement. Moins on se projette personnellement dans un projet collectif, moins on a de risques qu'il y a finalement autre chose que ce qui se passe. Et je répète que j'ai du mal à vous en parler parce que je n'ai pas fait autre chose que de le faire émotionnellement. Je ne l'ai pas fait intellectuellement. Je ne suis pas arrivé en me disant tu as une stratégie, tu vas gagner des millions que tu vas redonner à des producteurs. Je ne me suis rien dit. Je me suis dit il faut qu'il y ait une brique qui existe en rayon, qu'il y ait des producteurs, ils bossent tous les jours. Petit message pour monsieur qui est dans le public. Des gens nous nourrissent tous les jours. Tous les jours. Dans le lait, c'est 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. C'est compliqué de ne pas imaginer que ces gens qui nous nourrissent puissent arriver à se nourrir aussi. Donc ce travail-là, il était très émotionnel et très simple. Et ensuite, comme on a laissé les choses se faire, on est arrivé à ces 16 millions de gens, mais ça continue de grandir. Hein. Le rayon baisse, moins 3%. La brique déjà leader fait plus 14%. Il y a un chemin au-delà de la brique de lait et de ses produits. Le chemin de la bienveillance collective et du bon sens collectif fait comme ça. Sans leader, sans politique, sans enjeu personnel et sans enrichissement personnel, sinon ça ne marche pas. À mon avis, c'est un chemin assez agréable sur lequel on peut s'engager tous et dans beaucoup de domaines. Ben, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais... Merci. Pensez-vous qu'il y a une possibilité d'intelligence collective au niveau des nations? Les Nations Unies ? Tout à fait, et elle existe à quel moment? Au moment, on le voit avec l'Organisation des Nations Unies, mais on le voit aussi lorsqu'il s'agit de co-construire des outils, et on le fait depuis plusieurs dizaines d'années. C'est ce qu'on est en train de faire dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. On a un enjeu qui est double, nous assurer que l'ensemble des acteurs économiques mondiaux prennent conscience et intègrent la lutte contre le changement climatique
dans leurs feuilles, dans leur stratégie de durabilité, et on doit s'assurer que ces acteurs puissent se rendre opérationnels et actifs de façon coordonnée. Et il y a un lieu qui permet de le faire, c'est la normalisation. Donc ce n'est pas le seul, mais c'est un lieu qui existe. C'est un lieu où on peut réunir plus de 100 pays autour de la table pour co-construire un outil. Je vais prendre un exemple très simple. Si je vous parle du 8 mars, à quoi cela vous fait penser ? Journée de la femme. Savez-vous quand est-ce que la première journée de la femme a été célébrée dans le monde ? C'est la journée internationale des droits de la femme. Savez-vous quand est-ce que la première journée nationale des droits de la femme a été célébrée ? C'était en 1907 aux États-Unis. Quand est-ce que les Nations Unies ont décidé de faire une célébration internationale ? Dans les années 70, aux alentours de l'année 77. Quand est-ce que l'une des premières normes française a été dédiée à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes a été élaborée. Récemment, exactement. C'était en 2021. Elle a été publiée en 2021. Quand est-ce que plus d'une cinquantaine de pays se sont organisés pour utiliser notamment ce référentiel et pour en faire un référentiel international qui fournit des outils justement aux organisations partout dans le monde pour pouvoir promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes cette année. Donc il a fallu 3 ans pour que le collectif entre les nations s'organise pour pouvoir avoir une terminologie commune et un outil partagé pour les organisations. Donc oui, il est possible de le faire entre les nations. Si je peux me permettre, je ne comprends pas trop cet usage du terme intelligence collective. Enfin, c'est vrai que moi, je viens du monde de la recherche. Enfin, bien sûr, les nations collaborent, coopèrent, interagissent depuis l'histoire des temps. Mais est-ce que c'est de l'intelligence collective? Enfin, c'est le paradigme qui est derrière l'interaction. Il faut essayer de le comprendre. Enfin, normalement, c'est le paradigme des intérêts. Ce n'est pas le paradigme de l'intelligence collective. Donc, on a des intérêts, on agit parce qu'on a des intérêts communs. Et donc, enfin, si on dit que les nations ont des processus d'intelligence collective, alors je ne vois, peut-être les étoiles aussi, enfin je pense qu'alors tout a des processus d'intelligence. Dès qu'il y a d'interaction, il y a d'intelligence collective. Enfin, même la guerre en Ukraine, c'est de l'intelligence collective parce qu'on se coordonne, enfin je veux dire, mais je ne trouve pas très intéressant de l'appeler comme ça, mais peut-être j'ai une vision trop académique du terme. Enfin, Tout à l'heure, Monsieur Chaban, vous avez je crois, mentionné l'arrivée d'un directeur financier au bout de 5 ans seulement dans l'aventure. Je ne sais pas si je l'ai rêvé parce que je suis financière ou si je l'ai entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et comment vous avez fonctionné? Comment en fait l'organisation a muté avec ce tsunami organisationnel par rapport à l'esprit que vous nous avez expliqué? Alors il va très bien. Il s'appelle Fabien Kassam. Et non, c'est très intéressant parce que pourquoi il est arrivé si tard? Parce que ça marchait tellement bien qu'un comptable suffisait à organiser. On n'avait pas, nous, de projection de stratégie, de prise de part de marché. Et très franchement, on ne savait même pas véritablement le chiffre d'affaires. Comme tout l'argent repart vers le collectif, vous n'êtes pas en train de... Vous connaissez mieux ce métier que bien des gens. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Ça, c'est quand même très beau, parce qu'il est arrivé, il y avait un côté un peu start-up. Il serait là, il m'en vaudrait beaucoup, mais il me parlait de choses que je ne comprenais pas toujours. Il essayait de ramener ce qu'on faisait à de la rationalisation financière. Et on lui disait non, t'inquiète pas, rendez-vous dans 1 an. Bon, c'était très bizarre pour lui, parce qu'il voulait baliser, il voulait avoir des points de repère. Et aujourd'hui, il me dit, en restant un directeur financier, il organise toute la vie du bureau. Et c'est lui qui fait en sorte qu'au repas de Noël, tout le monde ait un pull de Noël. Que les portes soient réparées. Enfin, il est rentré dans la dimension du collectif. Il n'est absolument pas resté dans une position de direction financière. Je sais pas, j'ai l'impression que mon argument est très relatif là par rapport à votre écoute. Mais non, mais je veux pas le dire, mais il a réhumanisé complètement sa position qui était assez technique.
Mais ça, je pense que c'est aussi une bêtise de le dire, parce que tous les directeurs financiers sont évidemment humains et proches des gens. Et il s'est transformé au contact, alors là, au moins du collectif de l'histoire. Et ouais, c'est très étonnant de voir comment. Mais moi, j'essaie de vous témoigner ça avec une part d'espoir, que les politiques, au sommet de ce qu'on appelle un État, pour répondre à monsieur, puissent organiser une espèce d'intelligence collective. C'est plus compliqué, puisqu'évidemment, entre ce point d'arrivée de ce que pourrait être une stratégie politique et le point de départ de ce qui peut nous rassembler, un peu de bon sens, de bienveillance pour envisager les choses, il y a des Everest qui relativisent la possibilité d'imaginer qu'il y ait beaucoup d'intelligence collective entre un système qui s'est construit généralement pas de cette façon-là. Mais peut-être que par capillarité inversée, on pourrait essayer de remettre un peu d'intelligence collective tout en haut. Pour moi, le seul moyen d'y arriver, c'est la partie financière. Voilà. C'est-à-dire qu'un jour, on a posé une brique de lait sur le bureau d'un acheteur de chez Leclerc. Il y avait le prix dessus, c'est un prix voté conseillé, hein, la loi nous interdit de le dire. Il nous a dit, ah bon, je ne négocie pas? On lui a dit, non, non, vous inquiétez pas, il y a votre marge dans le prix, les producteurs sont protégés, vendez-la. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait cet argent qui nous permettait de dire ça à quelqu'un qui, normalement, organisait notre sort de consommateur à notre place. Peut-être que le monde politique, si à un moment donné, on se rempare de façon bienveillante de cette capacité à prendre conscience qu'on est organisateur du monde économique par nos actes d'achat, sera un peu plus influencé qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà. C'est le maximum de ce que je peux faire en implication et de discours politique. Voilà, donc je suis au sommet de ma capacité. Oui, bonjour, merci pour ce débat. Moi, la question que je me pose, c'est comment on n'attrape pas la grosse tête quand on est au sommet d'un collectif qui a bien marché. Si vous parlez souvent d'ailleurs, Nicolas Chaban, des politiques, mais si on prend notre président de la République, il a créé un collectif au démarrage qui a très bien marché et qui a fait qu'il a été élu, et aujourd'hui il est isolé. Et donc en fait, et c'est une question qui s'adresse aux philosophes, mais à vous, Corentin, je le suis depuis longtemps, je sais qu'il n'a pas la grosse tête, mais je me pose la question de comment on garde sa sincérité, éviter d'avoir la grosse tête face à un collectif qu'on a créé et qui marche bien. Désolé si je dois y répondre, mais la réponse est dans ma salle, dans la salle. Il y a ma femme là qui est juste au dernier rang. Non, je m'étais juré de lui faire un petit coucou et j'ai trouvé que cette occasion de le faire. C'était pas très heureux, pardonnez-moi, mais bon, c'était pas très heureux. Non, pour répondre vraiment à votre question, c'est le bonheur infini de voir des gens partager. Oui, moi j'ai du mal avec l'intelligence collective. Là, je suis venu parce que c'est une façon de parler de tout ça, mais en fait, c'est créer quelque chose ensemble en n'ayant pas envie de repasser par la case individuelle. En fait, plus c'est un succès, plus ça donne de la valeur à cette dimension collective qui s'empare du sujet. Donc ça n'alimente pas la partie personnelle, même si je dois être devenu un petit peu plus con qu'avant, un petit peu plus prétentieux sur certains aspects, où je dois m'écouter un peu plus parler. Je pense qu'on n'y échappe pas tout à fait. Mais je crois effectivement que je suis tellement au spectacle de quelque chose de merveilleux et de collectif, que ça me fait oublier le moment où j'aurais pu essayer peut-être, enfin j'essaie de répondre, c'est bizarre, mais à ce que pourrait être ce moment où on se perd. Et après, dernier mot, les politiques sont venus nous voir, Gabriel Attal, en nous disant, on a construit, c'est qui le patron, oh là là, on a construit En Marche, un peu sur le principe de c'est qui le patron. Voilà, ben il nous appelle. Donc il y avait au départ la société civile, on a créé un parti, tout était comme ça, et puis à un moment donné, nous, ça s'est un peu enrayé, et vous gardez cette capacité à faire grandir quelque chose sans qu'il y ait même d'inimitié à l'intérieur du collectif. Si vous y êtes, il n'y a personne contre personne, il n'y a pas de clan. Il s'interrogeait sur cette capacité à avoir fait monter quelque chose dans des bonnes conditions. Et j'ai compris qu'à partir du moment où il posait cette question, c'est qu'il n'avait pas forcément la réponse. Donc c'est assez dur à décrire, mais j'ai du mal d'ailleurs là maintenant. C'est plutôt se rendre compte à quel point cette aventure-là, si je la fais tout seul avec ma grosse tête, il n'y a pas un producteur qui est aidé et rien ne se passe. Donc elle induit forcément le fait que cet équilibre passe par une dimension collective.
Voilà. Mais je me rends compte que ma question, elle est déjà un peu prétentieuse. Donc vous voyez, finalement, vous avez une part de votre crainte qui se confirme. Moi, il y a quelques années, on m'invitait beaucoup à faire des conférences sur l'échec. Ça pousse à l'humilité. Et là, j'ai cru qu'il s'était trompé, là, c'était de la réussite. Je me suis dit, waouh. Et donc, je vais peut-être finir par prendre la grosse tête. Mais non, moi, dans mon domaine, l'idée, c'est de trouver justement des pépites un peu autour du monde, des gens qui ont fait des trucs extraordinaires et que ça pousse à... Enfin, ça me permet de me rendre compte au quotidien que c'est que des gens exceptionnels dans ce collectif et que des gens avec qui on partage des valeurs. Et du coup, je pense qu'on a envie que tout le monde évolue en même temps et on veut le bien du collectif, en fait, dans ce sens-là, dans cette aventure. Et donc ça pousse pas comme un président de la République qui a envie d'être élu et ensuite pouvoir prendre les décisions et le pouvoir, etc. Là, ça pousse à ce que, enfin, dans ce type de collectif dans lequel je suis, à ce que tout le monde s'entraide pour avancer en même temps. C'est beaucoup mieux dit. Madame. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai une question pour vous, Corentin de Châtel-Perron, par rapport au low-tech. On voit quand même que c'est un modèle assez différent de d'autres qui sont très financiarisés. Du coup, l'exemple que vous donniez tout à l'heure d'une première innovation qui a permis après, avec des rebonds, etc. Je voulais savoir, est-ce que vous avez dans votre feuille de route ou dans votre dynamique le fait d'animer des communautés en mode collectif ou pas, et quand vous les animez, si c'est le cas, comment procédez-vous de façon à ce que la dynamique du collectif reste pleine et entière versus peut-être des individualités et des intérêts plus individuels ou parfois une protection par rapport à une innovation que peuvent avoir certaines personnes quand elles ont trouvé la solution? Alors, en fait, je réfléchissais à ça parce que toutes ces questions, j'avais jamais vraiment réfléchi à tout ça. Du coup, c'est intéressant. Je me rends compte que dans mon domaine, dans toutes ces innovations low-tech qui émergent depuis quelques années, c'est que des individus ou des organisations, mais qui font ça pour elles, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un problème va essayer de résoudre son problème, mais pour cette personne-là. Ça va bénéficier au collectif parce qu'elle va vouloir partager ce qu'elle a découvert, mais c'est que des gens qui font ça pour eux. Et il n'y a jamais à un moment un consensus à trouver entre différentes personnes, en fait. Et c'est ça qui rend le truc assez efficace. Et justement, je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure sur est-ce que le consensus est un frein, un obstacle, etc. Moi, je l'ai vu dans pas mal d'associations où on a envie que justement de décider que les décisions se fassent à l'unanimité, etc. Et en fait, quelquefois, ça fait des organisations qui sont beaucoup moins agiles, qui sont beaucoup plus lentes à prendre des décisions Et donc, nous, on a voulu, dans notre domaine des low-tech, tout miser sur le fait que les gens, individuellement, indépendamment, vont vouloir avancer par eux-mêmes pour leur propre intérêt, mais qu'on va mettre en commun des choses qui vont faire avancer tout le monde. Je ne sais pas si c'est très clair. Et donc, moi, l'association que j'ai créée, le Low-Tech Lab, qui est basée à Concarneau, que j'ai créée il y a une dizaine d'années, au bout d'un moment, il y a des gens qui nous ont dit est-ce qu'on peut faire partie du truc, ou est-ce qu'on peut créer un Low-Tech Lab, etc. Et on s'est pas mal posé la question de à quel point encadrer ces gens-là qui voulaient créer des Low-Tech Lab. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on va juste s'assurer qu'ils ont bien en tête la même définition que nous de la low-tech, qu'il y a bien des valeurs en commun. Donc on a juste fait une charte et on a demandé à ce que ce soit d'intérêt général, en fait, que ce ne soit pas une entreprise privée, etc., qui utilise ce nom-là. Et donc il y a eu, comme ça, en laissant hyper libre le truc, plusieurs dizaines, il y a plus de 40 low-tech labs qui se sont créés, qui sont que des associations indépendantes en France et dans d'autres pays du monde. Et on a créé des outils communs. Donc il y a par exemple un appel mensuel entre les porteurs de différents low-tech labs. Il y a des outils vraiment
pour s'organiser, comment créer son association, comment, etc. Donc un peu une espèce de boîte à outils commune. Et puis il y a cette espèce de Wikipédia dont je parlais tout à l'heure, où tous ceux qui découvrent des innovations low-tech vont les documenter et les mettre des tutoriels en open source du coup. Et bref, on a essayé de faire comme ça un principe où chacun fait les choses pour lui parce qu'il a envie. Et je pense que ça, d'ailleurs, ça répond aussi à l'enjeu à l'histoire de confiance, qui est quand même le thème aujourd'hui. C'est que on fait confiance à quelqu'un qui fait un truc pour lui, en fait. Il va pas essayer de vous rouler dans rouler dans la farine. J'ai jamais utilisé cette expression, mais il va essayer. Disons que vous pouvez lui faire confiance, parce que de toute manière, elle le fait pour lui, ce truc-là. Donc, il ne vous roule pas dans la farine. Et voilà, on a tout misé sur ce principe-là qui nous semble bon et qui évite les obstacles de ce qu'on a, les histoires de consensus, à devoir tous décider ensemble, etc. Ça répond à votre question ? Alors oui, moi j'ai une question aussi. Enfin, disons que j'ai peut-être besoin de vos conseils. On entend souvent que la société devient de plus en plus individualiste. Alors je ne sais pas si vous ressentez la même chose, du coup. Alors, j'ai peut-être déjà entendu des petites réponses. Et en tant que maman aussi, je me demande comment est-ce qu'on peut faire pour transmettre ce goût du collectif aujourd'hui, qui n'est peut-être pas transmis partout dans leur cursus, que ce soit scolaire ou ailleurs. Est-ce que vous auriez des conseils? Est-ce que vous avez réfléchi un peu et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui par rapport peut-être notamment aux générations qui arrivent? Déjà, invitez-les, il n'y a pas de limite d'âge à devenir sociétaire de la coopérative. Non, mais en le vivant, on se rend compte que c'est simple et possible. Et puis après, moi je crois que c'est vrai que c'est la confiance en fait le thème. Hein. Effectivement. C'est pas l'intelligence. Bienvenue. Mais je crois qu'il faut peut-être. J'avais pas réfléchi, donc ça soit peut-être un truc très très con encore une fois ce que je veux dire, mais il faut qu'ils vivent le fait que déjà l'enjeu soit simple. C'est hyper important. Se réunir autour de quelque chose de simple, qui est à ce point, nous encore une fois, permettre à des gens qui nous nourrissent tous les jours de se nourrir, c'est simple, c'est clair. Dès qu'on commence à sortir et à s'éloigner un peu, là il y a autre chose qui apparaît, ça sera mon dernier mot parce que je vois que l'heure tourne, sur la notion de murmuration, là où ça se complique, c'est quand... Vous avez, et ça c'est ma plus grande déception pour l'instant, ça répond peut-être aussi à monsieur au fond, il y a des limites aussi à la dimension collective, les grandes discussions, on parle dans tous les sens. Quand il y a des individualités qui veulent prendre un peu le pouvoir, qui se vexent parce qu'on ne les a pas assez entendus par rapport à un autre, c'est là où ça peut très vite devenir compliqué. Ou d'ailleurs quand il y a un peu d'argent ou d'intérêt au milieu. La murmuration marche pour les bancs de poissons, que vous voyez comme ça par milliers au millimètre faire des mouvements absolument parfaits. C'est comme pour les étourneaux. Et d'autres scientifiques ont expliqué qu'il y a une chose qui perturbe le banc instantanément. C'est donc si vous leur jetez à manger. Naturellement, il y a une espèce d'instinct qui fait que cette cohésion qui était assez protectrice et finalement qui était un progrès, devient la gestion immédiate et individuelle. C'est un petit peu un raccourci cette image, mais ça montre qu'il faut qu'on reste sur... on est organisateur, on n'a pas envie d'être élu, d'être politique, de dire à tout le monde qu'on a raison ou de faire fortune à la fin de l'année. Sinon, ça ne marche pas. On fait le point de départ, on crée cette étincelle, mais qui appartient tout de suite au deuxième, au troisième, au cinquième, autant qu'à nous. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mémoire dans l'action collective et de hiérarchie d'importance. Tout le monde est important. Alors, il reste effectivement une toute petite poignée de minutes si vous souhaitez avoir chacun un mot de la fin.
Je vais prendre la parole, merci. Mon mot de la fin va concerner le consensus, parce que le consensus n'est pas quelque chose de mauvais, bien au contraire. C'est à travers le consensus, et c'est grâce au consensus que vous avez la possibilité d'utiliser vos cartes bleues dans tous les distributeurs automatiques de tous les pays. C'est grâce à ce consensus que vous pouvez brancher une prise électrique dans un connecteur. C'est grâce à ça que vous pouvez porter des équipements de protection individuelle. Alors certes, le consensus, le temps qui est lié à ce consensus peut être frustrant, mais on le voit et on l'a vu dans le cadre de ce débat que parfois il est nécessaire d'avoir des règles de bon fonctionnement pour garantir une efficacité et pour atteindre un objectif commun. Voilà. Merci. J'ai pas spécialement de mot de la fin, mais je voulais vous remercier de m'avoir permis de me poser toutes ces questions-là. C'était intéressant. Nicolas ? Alors sur la confiance, ce que j'avais oublié en fait, mais ça rejoint un peu indirectement comment avoir confiance dans le fait qu'on a peut-être une idée positive qui pourrait aider d'autres gens. Le chemin le plus court, c'est pas de s'auto-créer une certitude en se disant « je suis dans le juste », je dois pas avoir peur de regards et des mots extérieurs. Il faut se rappeler que tous les autres autour de nous ont le même doute de départ, les mêmes questionnements. Et c'est un chemin plus facile, effectivement, pour partir de soi, créer des choses qui deviennent collectives dans des règles qu'on a essayé un peu de décrire. Mais c'est tellement riche. Je finirai par un journaliste qui m'a dit « Mais mon Dieu, vous ne ferez jamais fortune avec, c'est qui le patron ?» Je lui ai dit sincèrement, comme je suis riche. Voilà. Donc il était d'accord avec moi. Voilà, merci en tout cas pour votre écoute, pour votre invitation infiniment. Merci à tous.